Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Un abonnement, c'est la première nouveauté Apple de l'année. Nommé Creator Studio, ce nouvel abonnement rassemble toutes les apps créatives d'Apple et ajoute même des fonctions et du contenu à la suite iWork. Facturé 12,99€ par mois, cette nouvelle offre vaut-elle le coup ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler du partenariat crucial entre Apple et Google autour de Siri, de la fermeture d'un App Store alternatif en Europe et de la nouvelle bêta d'iOS 26.3. Nous sommes le samedi 17 janvier, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. L'année 2026 vient véritablement de démarrer pour Apple. Alors autant la semaine dernière j'ai ramé un peu pour trouver des sujets, autant là ils se sont imposés d'eux-mêmes. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, ça va bien et toi ? Ça va bien, ouais. Tu regrettes pas trop la semaine tranquille du CES ? Disons que la vie est un éternel recommencement. Il faut se souvenir de l'année dernière. L'année dernière, on parlait plus ou moins à la même époque d'Apple Invitation, qui était déjà une application sur abonnement, quelque part, parce qu'il faut absolument Cloud pour s'en servir pleinement. Et là, c'est pareil. On a eu le droit à de nombreux communiqués sur des services, et on l'a bien compris avec Apple, service rime avec abonnement. On va en parler tout de suite, puisque donc le gros sujet de la semaine, c'est Apple Creator Studio. Alors pour résumer, il s'agit d'un abonnement qui donne accès à toutes les applications créatives d'Apple sur Mac et iPad. Donc il y a Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion Compressor et MainStage. En plus de ça, cette offre ajoute des fonctions intelligentes et du contenu à Pages, Numbers et Keynote. Donc l'abonnement Creator Studio sera facturé 12,99€ par mois ou bien 129€ par an. Et pour les étudiants, il y a un tarif réduit à 2,99€ par mois ou bien 29€ par an. L'offre sera disponible à partir du 28 janvier. Il faut aussi préciser que les apps créatives sur Mac resteront disponibles en achat unique et que la suite iWork restera gratuite en majeure partie. Et enfin, Pixelmator Pro sera adapté pour l'iPad pour l'occasion. Alors au bout du compte, Christophe, est-ce qu'elle vaut le coup cette nouvelle offre ? En tout cas, je crois que la semaine du 28 janvier, tu n'auras pas de mal à effectuer ton sommaire, ou peut-être tu devras d'ailleurs faire des choix, il y aura peut-être trop de choses. Il y aura beaucoup de mises à jour là, oui, c'est sûr. Entre ça, les mises à jour iOS, les résultats financiers d'Apple, et si Apple se décide à sortir de nouveaux portables par la même occasion, ouais, on va pas s'ennuyer. Ça risque... Ouais, c'est ça, c'est fini les mois de janvier tranquille. Oui, il y a cela, effectivement. Écoute, c'est toujours un petit peu difficile à dire, surtout qu'on a vu des images, mais déjà, on aimerait bien pouvoir les tester, ces applications. Alors, il y a eu tout le discours d'Apple cette semaine qui a dit, on a fait un package et on le fait un petit peu exprès parce que les créatifs sont toujours de plus en plus polyvalents. C'est fini, les personnes qui se cantonnent à une seule discipline. Donc voilà, mais ceci dit, moi, en tant que bête client, j'aurais bien aimé, à la limite, un package consacré à iWork. Bon, alors pour les applications de la suite, Pages, Numbers et Keynote, a priori, ce sont des templates enrichis et quelques fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Là encore, il faudra pouvoir tester véritablement ces fonctions pour se faire un avis. Alors, ce qui est un peu étonnant pour les fonctions d'intelligence artificielle de la suite iWork, là, c'est qu'apparemment, alors Apple n'a pas trop communiqué clairement dessus, mais apparemment, c'est fourni par OpenAI. C'est pas des fonctions Apple Intelligence. On se demandait pourquoi Apple faisait payer en plus des nouvelles fonctions d'intelligence intelligente, et c'est peut-être parce que c'est lié à OpenAI d'une certaine façon. Donc, c'est un peu étonnant. Oui, et puis surtout, je pense que l'intelligence artificielle, c'est toujours une bonne raison pour faire payer. Voilà. Oui. Et puis, il faut un petit peu... Alors, il y avait deux choses. On s'interrogeait pendant les derniers mois de l'année dernière où étaient passées justement les mises à jour, notamment de Pages, Numbers, et de manière générale de toutes les applications d'Apple qui n'avaient pas été mises à jour. Maintenant, on sait. Voilà. Après, le problème avec le Creator Studio, je sais pas ce que tu en penses toi, mais t'as tout de suite envie de comparer avec la suite Adobe. Mais c'est pas vraiment les mêmes créneaux, même s'il y a des logiciels qui sont effectivement concurrents. Final Cut Pro est en concurrence avec Premiere, mais
Ces logiciels sont pas forcément, sont sur des périmètres qui sont à la fois similaires et différents. Donc je sais pas quoi en penser à vrai dire. Je pense que effectivement, par contre, pour les étudiants, c'est une offre qui est géniale parce que 3 € par mois, pour autant dire que ça coûte pas grand chose et que tu peux jouer, que tu sois sur iPad ou sur Mac avec un grand nombre d'outils. Puis il y a eu le discours effectivement d'Apple pour dire bon bah pour le moment, enfin non pas pour le moment, on laisse le choix au consommateur. Il peut soit acheter certaines applications, soit il peut louer l'ensemble de la suite. J'ai envie de dire qu'on connaît un petit peu déjà la suite, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'au début, les deux partent sur un même créneau, puis plus ça va aller, plus on va se rendre compte que la version, entre guillemets, en location, aura beaucoup plus d'avantages que la version standalone, et puis la version standalone, elle va être progressivement de moins en moins visible sur le site, puis un beau jour, elle finira par disparaître. Alors pour l'instant, ils promettent que vraiment les mises à jour de Final Cut Pro, Logic Pro, etc. sur Mac vont continuer séparément, mais il peut y avoir cette crainte-là. Et aussi ce que tu dis par rapport au choix, laissé aux consommateurs, c'est à moitié vrai parce que sur iPad, il y avait des abonnements individuels pour Logic Pro et Final Cut Pro. Donc tu pouvais payer 5 € par mois pour avoir ces logiciels-là sur iPad. Et cet abonnement-là va disparaître au profit du Creator Studio. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'abonnés individuels à Final Cut Pro sur iPad, mais voilà, c'est une offre qui va disparaître. Et donc tu devras t'abonner à 13 € par mois si tu veux maintenant Final Cut Pro sur iPad. De toute façon, il y a le discours à l'instant T, et puis on verra d'ici 3, 4, 5 ans, quand ce sera vraiment inscrit dans les mœurs. Il y aura peut-être effectivement des exceptions ici ou là, mais bon, la direction, elle est clairement tracée. Alors, après, il y a un dernier point. Moi, je suis pas forcément contre, notamment, contre les solutions par abonnement. Moi, ce que j'espère, par rapport à tous ces outils-là, c'est qu'Apple va sortir des mises à jour plus fréquentes. Alors il y avait, concernant les logiciels de la suite iWork, il y avait 2 à 3 mises à jour par an, c'était quelque chose d'assez rodé. On a toujours l'impression justement que pour Final Cut Pro, pour Logic, c'est toujours un peu plus chaotique. Alors maintenant qu'ils ont un forfait à 12,99 à défendre, j'espère que ça se matérialisera. Moi, je parle par exemple de logiciels que j'utilise au quotidien. Il y a par exemple Ulysses, qui est un éditeur de texte. Alors là aussi, c'est un abonnement. J'en suis plutôt satisfait parce que le logiciel, il évolue régulièrement, il ajoute en permanence de nouvelles fonctionnalités, ça c'est très bien. Un autre logiciel que j'utilise aussi fréquemment, et que je sais que tu es un admirateur, c'est Things. Things, j'adorerais qu'ils le mettent sous abonnement, parce que ça voudrait dire qu'ils se mettraient à mettre à jour régulièrement leur gestionnaire de tâches. Et l'évolution de Things, elle a un côté un petit peu déprimante, parce que c'est une mise à jour par an, grosso modo, pour coller à 2-3 évolutions du système, et ça va pas beaucoup plus loin. Alors cette semaine, Apple a fait une autre annonce majeure. Contrairement à l'offre Creator Studio, il n'y a pas eu de communiqué sur le site d'Apple ni d'interview organisée, mais juste une petite déclaration envoyée à CNBC. On se demande bien pourquoi. Cette annonce, c'est un nouveau partenariat pluriannuel avec Google. Les prochains modèles d'intelligence artificielle d'Apple seront basés sur les modèles Gemini de Google. Ces modèles vont alimenter de futures fonctionnalités Apple Intelligence, notamment le Siri plus personnalisé qui avait été promis à la WWDC 2024 et qui sera finalement disponible cette année. Dans un bref communiqué commun, il est précisé qu'Apple Intelligence va continuer à tourner donc soit en local sur les appareils, soit sur le Private Cloud Compute côté serveur. Autrement dit, les données personnelles devraient rester à l'abri de Google. Christophe, donc ce partenariat va permettre d'améliorer enfin Siri, mais Apple ne va-t-elle pas trop dépendre de Google maintenant ? L'histoire nous le dira, mais bon, Google dépend aussi pas mal d'Apple et fait un chèque d'à peu près 20 milliards de dollars par an pour être en tête de gondole sur Safari. Donc j'ai envie de dire, les deux dépendent l'un de l'autre. Et le chèque s'annule, quoi, parce que là, du coup, c'est Apple. Presque, Apple on qui parle va de payer 5 des milliards. voilà. Mais c'est possible, effectivement, que le partenariat concernant Safari, justement, avec la montée de l'intelligence artificielle, devienne un peu moins rentable dans les années à venir.
Ce que j'ai aimé en tout cas, c'est effectivement c'est la manière de communiquer, c'est-à-dire bon, il devait presque devoir l'annoncer de manière réglementaire, donc Apple a envoyé, j'imagine, un communiqué de presse qui ne devait pas dépasser 3 lignes à quelques rédactions. Google a publié un tweet. Bon, on peut faire des tweets d'un peu plus de 250 caractères quand on est premium, mais ce n'est pas non plus très long. Alors voilà, Apple n'est pas maître de ses modèles, c'est clair, mais dans la situation actuelle, elle a quand même malgré tout un avantage, c'est qu'elle peut faire jouer la concurrence. Elle a beaucoup travaillé avec OpenAI jusqu'à présent. Là, c'est avec Google et Gemini. Elle est en mesure d'exploiter les atouts de chacun, même si on a appris, et ça c'est quand même plutôt assez surprenant, qu'OpenAI n'a pas montré un grand intérêt pour travailler justement sur le nouveau Siri, ce qui laisse à penser que certains projets d'OpenAI rentreraient en concurrence directe avec l'assistant d'Apple. En tout cas, c'est une possibilité. En fait, je pense que la principale difficulté d'Apple actuellement, alors il y a effectivement toutes ces questions techniques, son incapacité à développer, on va dire, sa pile d'intelligence artificielle toute seule. Mais pour le moment, moi je trouve en tant qu'utilisateur que la plus grande difficulté d'Apple, c'est de donner l'envie d'utiliser son intelligence artificielle, d'avoir des éléments qui soient vraiment différent de ce qu'offre la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on fait avec Apple Intelligence, c'est des fonctions de base de n'importe quel assistant, que ce soit OpenAI ou Gemini. Apple Intelligence ne fait rien de mieux, c'est même plutôt moins bien. Alors certes, c'est un peu mieux intégré, mais c'est complètement insuffisant pour dire tiens, je vais utiliser Apple Intelligence. Tu devrais utiliser Apple Intelligence. C'est vachement bien pour ça. Et en fait, pour l'instant, Apple Intelligence, je suis sûr que même auprès du grand public, c'est quelque chose d'assez flou. Alors Apple va nous ressortir son discours sur la vie privée. Mais je suis désolé, c'est complètement insuffisant. Et il va falloir qu'elle arrive à insuffler sa technologie vraiment chez les utilisateurs. Et il y a des trucs où elle y est arrivé très bien. Par exemple, je suis assez étonné quand les gens disent on va s'appeler. Maintenant, on entend de plus en plus les gens se dire on s'est fait un FaceTime. On va passer à un tout autre sujet. Cette app mobile va bientôt fermer ses portes. C'est l'une des premières boutiques alternatives qui a ouvert sur iOS en Europe grâce au DMA. La plateforme avait été mise en place par MacPo, l'éditeur ukrainien à qui l'on doit aussi certaines apps comme Clean My Mac. Alors la boutique comprenait quelques dizaines d'applications. Il n'y avait quasiment pas d'app exclusive, mais cette app mobile se démarquait par son modèle économique, puisque en souscrivant un abonnement, on pouvait accéder à l'ensemble du catalogue. MacPo justifie cette fermeture par, je cite, des conditions commerciales changeantes et complexes qui rendent non viable la poursuite du développement. Cet échec, c'est un cas isolé ou bien c'est révélateur d'un problème plus large pour les boutiques alternatives ? Peut-être bien les deux. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'impression que cette app connaissait un succès foudroyant sur mobile. Déjà, par rapport à la promesse, j'ai pas l'impression que le service rencontre un succès foudroyant sur desktop. Il y a des utilisateurs, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus un raz-de-marée comme on aurait pu l'imaginer. Enfin, la promesse du début, c'était finalement d'avoir le Spotify des applications. Non, mais j'ai l'impression que c'est quand même très apprécié par ceux qui l'utilisent. Quand on fait de temps en temps des news sur cette app, les lecteurs qui sont abonnés ont l'air très contents de ce service-là. Clairement, il y a un noyau d'utilisateurs qui, en effet, en est très satisfait, mais le problème de cette app, de manière générale, c'est que c'est une promesse qui, quelque part, arrive tard, parce que finalement, en 2025, 2026, tout le monde fait des abonnements. Alors, ça rend la chose un peu superflue, c'est quelque part le master des abonnements, mais c'est un abonnement qui ne comprend pas tout, évidemment. Peut-être que ce serait différent si on retrouvait dans cette app des applications... je sais pas, de la suite d'Adobe, par exemple, ce genre de truc, mais c'est pas le cas. Et donc, finalement, la promesse de cette app était intéressante à une période où on achetait des applications. Et finalement, on en achète de moins en moins. Puis, il y a peut-être aussi une moindre curiosité pour les applications. Peut-être qu'on utilise toujours plus ou moins les mêmes applications. Après, leur discours, c'est aussi de dire que, en fait, il y a de plus en plus d'applications qui sont sur abonnement. Alors, plutôt que d'avoir plein d'abonnements différents, vous en avez juste un qui regroupe pas mal de choses.
C'est aussi leur argument marketing, quoi. C'est vrai, mais je suis pas certain que... Alors, sur desktop, c'est sans doute suffisant. Sur mobile, bah, ça n'a pas l'air de fonctionner. Après, bon, effectivement, il y a le deuxième point, c'est qu'Apple n'aide pas, hein. Mais c'est assez compliqué, hein. Il y a effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait un véritable boom des App Store tiers, hein. On en parle de temps en temps. Ça va, ça vient. Alors, il faudrait voir comment marche la boutique d'Epic. Et puis, enfin, très franchement, pour résumer les choses aussi, je suis pas certain que les App Store tiers, ce soit quelque chose qui figure très très haut dans la liste d'attente des consommateurs. Alors, si tu réunis tout ça, bah, tu dis oui, bah, on parle beaucoup d'App Store tiers, mais à la fin, bah, le succès est assez confidentiel. Alors, d'une part, parce que Apple a mis tout un grand nombre de barrières pour que ça se démocratise, mais de l'autre, je suis pas certain, à part quelques franges d'utilisateurs bien précis, que ça suscite un véritable intérêt. On va terminer le tour de l'actu avec un petit point sur les mises à jour. En début de semaine, Apple a distribué la deuxième bêta d'iOS 26.3, macOS 26.3, etc. Alors elle était assez attendue parce que la première bêta datait d'il y a 1 mois et elle ne comprenait pas la prise en charge de l'Apple Watch chez Free Mobile. Alors quelles sont les nouveautés de cette deuxième bêta ? Eh ben, c'est presque la seule nouveauté. Franchement, j'ai été surpris qu'on finisse par trouver des nouveautés. De temps en temps, on fait toujours un article récap disant quelles sont les nouveautés de la bêta 1, de la bêta 2, de la bêta 3. Bah là, il n'y a pas eu d'article, là, tout simplement. Et finalement, outre effectivement l'ajout de ce petit fichier qui permet d'activer l'activation du forfait mobile chez Free avec l'Apple Watch, il y a cette petite surprise, il y a l'arrivée a priori assez prochaine du chiffrement de bout en bout lorsqu'on utilise le protocole RCS. Alors il y a malgré tout pour l'instant un énorme point d'interrogation, c'est que pour cela il faut que justement les fameux fichiers opérateurs comprennent une ligne supplémentaire, et pour l'instant seuls les opérateurs français ont cette petite ligne supplémentaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'Apple va peut-être mener, avec iOS 26.3, un bêta-test grandeur nature avec les opérateurs français ? On n'en sait rien pour le moment. On aura sans doute la réponse maintenant dans un peu moins de 2 semaines. Après, bon, iOS 26.3, quoi qu'il en soit, ce ne sera pas une mise à jour qui va marquer des esprits. Je pense que tous les regards sont d'ores et déjà tournés vers 26.4, qui devrait comporter pas mal de nouveautés, dont le fameux nouveau Siri. Par contre, j'ai un peu peur qu'il soit en bêta, et qu'il soit en bêta uniquement en langue anglaise et réservé au continent américain, aux États-Unis. L'avenir nous le dira. C'est pas impossible, ouais. En tout cas, pour la version finale d'iOS 26.3, ça sera sûrement autour du 28 janvier. C'est vraiment la date marquante du mois de janvier pour Apple, là. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille. Salut à tous, à bientôt.